Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Ce soir, c'est une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde et nous allons parler d'un autre grand d'Asie, il s'agit du Japon. Et avec nos invités, nous allons essayer de voir les deux miracles qu'ont connu ce pays. Nous allons voir le Japon d'aujourd'hui aussi, avec justement ses difficultés ou l'envers de son décor. C'est le principe de cette série. Et nous avons ce soir 4 invités pour en parler. Je veux commencer par M. Eric Kuete-Zoyem, qui est doctorant-chercheur. Bonsoir. Bonsoir Jules. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'Intelligence du Monde. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, quelqu'un qu'on connaît déjà, parce qu'il était déjà sur ce plateau lors d'une édition précédente, c'est M. Ferdinand Missi, qui est doctorant à l'Université maritime de Shanghai, c'est bien en Chine. Tout à fait. Monsieur Missi, bonsoir. Bonsoir Jules. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être venu sur le plateau. J'accueille M. Célestin Tchakounté, qui est économiste, qui est auteur d'un livre sur les privatisations en Afrique, notamment le cas du Cameroun. Monsieur Tchakounté, bonsoir. Bonsoir Jules. Et justement, les premières grandes privatisations ont commencé à l'ère Meiji au Japon. D'accord. On aura l'occasion justement de revenir là-dessus. En face de vous, notre dernier invité, qui est notre consultant permanent dans cette émission de l'Intelligence du Monde, qui travaille en back-office à la préparation de cette émission, c'est le docteur Maurice Simodjom, chercheur en géoéconomie. Docteur Simodjom, bonsoir. Bonsoir Jules. Merci en tout cas d'être toutes les 4 ce soir sur Vox Africa et sur cette émission L'Intelligence du Monde. Nous n'allons pas déroger à la tradition, nous allons planter le décor avec un sujet qui nous permet de comprendre les 2 grands miracles du Japon au 19e et au 20e siècle. Nous suivons ce reportage et nous revenons sur le plateau de l'Intelligence du Monde. Dès 1868, le Japon met fin à 250 ans d'isolement volontaire. L'ascension au trône du jeune empereur Mutsuhito marque le début d'une nouvelle ère, l'ère du Meiji. De nombreux chercheurs occidentaux sont invités dans le pays. Ils ont pour mission de développer les secteurs de l'industrie, des technologies, de l'art, de la médecine ou des sciences juridiques. Un système d'éducation nationale est instauré en 1872. L'université de Tokyo est créée 5 années plus tard. L'industrie décolle dès 1870 avec la construction des voies ferrées. D'importants groupes industriels tels que Mitsubishi ou Sumitomo voient le jour, tous détenus par le gouvernement. Afin de faciliter les échanges commerciaux avec l'extérieur, le Japon se dote en 1871 d'une monnaie, c'est la naissance du yen. Durant cette ère du Meiji, qui se situe entre 1868 et 1912, le Japon devient la première nation non occidentale à connaître une révolution industrielle. Pourtant, ce potentiel, l'Empire nippon le perdra suite à la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre de 39-45, le Japon est un vaste champ de ruines. L'économie du pays est en berne. La population est encore sous le choc suite au bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Adopté en 1949, le plan Dodge, du nom du banquier américain Joseph Dodge, permet de stabiliser le yen à un taux de change inférieur au dollar, avec pour effet direct de contenir l'inflation. Les États-Unis renoncent au démantèlement de la puissance économique du pays, entrepris dès 1946. Objectif de ce revirement américain, endiguer la menace communiste chinoise. De grandes firmes renaissent de leurs cendres, c'est le cas de Mitsubishi. L'industrie des armes renoue avec la croissance, aidée par la guerre de Corée, grâce notamment aux commandes de l'armée américaine. L'État, à travers sa stratégie de vol d'oies sauvages, impulse le développement des secteurs de la pétrochimie, de la métallurgie ou de la sidérurgie. La population, elle, travaille avec docilité et dévouement, une mentalité acquise de longue date. Ces facteurs se traduisent par une forte croissance entre 1965 et 1970, c'est le boom Izanagi. Confirmation de l'embellie, le Japon est classé 2e économie mondiale dès 1968. En 1973, son PIB représente 7,7% de l'économie mondiale, contre seulement 3% en 1950. De retour sur le plateau, merci à Margaret Chepmo pour cet excellent sujet. Alors, on vient pour débattre avec les invités et je vais commencer par Dr Simodjom. Est-ce qu'on peut revenir sur ce Japon du 19e siècle? Qu'est-ce qui justifie ce qu'on a appelé une montée à flèche du Japon à cette période-là?
Alors, on attendait plutôt la Chine, justement, parce que, comme on l'a vu dans l'émission concernant la Chine, c'est la Chine qui était mieux placée, qui avait tous les atouts pour réussir un miracle, et non, c'est plutôt le Japon. Donc, pendant les 250 ans, partant du début du XVIIe siècle à la deuxième moitié du XIXe siècle, le Japon est resté replié sur lui-même et n'échangeait pas avec, de façon intense avec l'extérieur. Donc, il y avait une exception, un bateau hollandais venait une fois par an. Et en ce moment-là, la Chine faisait beaucoup de prouesses et la Chine méprisait même d'ailleurs les voisins et les appelait les nains. Mais seulement, lorsque la Chine est agressée en 1839 par l'Angleterre, qui veut renverser le déséquilibre des comptes du commerce avec la Chine, parce que les comptes sont déficitaires en faveur de l'Angleterre. L'Angleterre veut donc rétablir l'équilibre et impose le commerce de l'opium à la Chine. La Chine refuse. La guerre de l'opium commence. 3 ans après, la Chine perd et les traités inégaux, elle est obligée de signer des traités inégaux dans lesquels elle perd notamment Hong Kong. Donc, 11 ans plus tard, c'est-à-dire après la fin de cette guerre, 1853, un amiral américain du nom de Pinto débarque dans un port d'Aruga au Japon et somme le Japon d'ouvrir ses ports au commerce international. Sinon, il va être bombardé. Le Japon apprend de ce que de l'exemple chinois. Et un proverbe dit, lorsque le nez de ton voisin brûle, verse de l'eau sur le tien. Et c'est donc cet exemple de la violence occidentale qui s'est exercée sur le voisin qui donne au Japon la prudence nécessaire pour donner 6 mois plus tard, lorsque le maréchal, l'amiral Perry revient, nous sommes d'accord, nous ouvrons 2 ports. Et les échanges commencent donc en 1853. Mais ce qu'il faut donc remarquer, c'est 2 choses. À partir de 1953, les Japonais font preuve d'une très grande curiosité et d'une très grande aptitude à apprendre et très rapidement. Le bateau de l'amiral Perry était accosté. Les Japonais sont venus et puis nous pouvons aujourd'hui lire les minutes de ce voyage, de l'amiral Perry. Les Japonais entrent, ils inspectent le bateau et demandent la permission de toucher. Les Américains leur répondent positivement, vous pouvez toucher. Ils touchent à tout. Ils posent des questions. Qu'est-ce que c'est? Ils découvraient tout pour la première fois. Alors, l'amiral Perry consigne dans son journal de bord que les Japonais sont très curieux et ils vont faire un saut très rapide vers la technologie. Et justement, quand l'ère Meiji commence, ça prend une génération pour que le Japon devienne une grande puissance. Elle va battre la Chine, qui la méprisait en les appelant les nains. Elle va battre la Russie. Elle va se hisser sur la scène mondiale. Donc, nous retenons ici une dernière chose, c'est le sens de l'information. La première constitution de l'ère Meiji inscrit le devoir de chercher l'information et de la capitaliser à des fins de compétitivité. La Constitution consigne l'intelligence économique comme le devoir de tout Japonais. Et c'est l'un des secrets du miracle japonais. Tous les Japonais à l'étranger sont au service du miracle japonais. Les ambassadeurs, les artistes, dans les colloques, dans les expositions d'art, ils font des rapports. Dans des ambassades, les diplomates, les représentations diplomatiques, tout le monde est au service de la collecte de l'information. Là, c'est ce que nous enseigne le premier miracle japonais. D'accord. Alors, je vais donner la parole à M. Zoyem sur cette question. Comprendre justement ce miracle japonais au 19e siècle. Dr Semodium nous a parlé de comment est-ce qu'ils ont appris de l'exemple chinois. Et au-delà de cela, il y a quand même qu'à partir de ce 19e siècle-là, le Japon, c'est un pays qui, disons-le comme ça, n'est pas béni par la nature. Ils arrivent dans un contexte où tout est totalement difficile, mais ils arrivent à s'en sortir. Comment comprendre ça? Pour le comprendre, je pense qu'il faut regarder un peu la méthode de travail du tout premier empereur de l'ère Meiji, l'empereur Mutsuhito, qui prend le pouvoir en 1868 et qui instaure des réformes radicales. Il avait une méthode de travail qui devait allier à la fois une certaine rigueur, une certaine répression et une certaine exigence au travail et la rapidité dans la limite, le délai.
imparti dans la mise sur pied et l'implémentation d'un certain nombre de réformes. Ça a payé et ça a amené le peuple japonais à adopter, à travailler une certaine aptitude à l'effort et même à cultiver un devoir au sacrifice. C'est cette tendance des choses qui peut nous permettre de dire que le Japon, qui, partant de cette ère Meiji, n'est pas doté par la nature, comme vous l'avez dit, est tout de même armé sur le plan mental pour affronter les grandes exigences et les grands défis que leur offre la planète. Parce que le Japon, s'inspirant, comme le docteur Simon Jom l'a dit, des faiblesses et de l'échec chinois, va comprendre qu'il faut traiter d'égal à égal avec les Occidentaux. Et pour traiter d'égal à égal avec les Occidentaux, il faut la formation. La formation va se traduire par quoi? Par une certaine expropriation ou bien un envoi des citoyens japonais dans des institutions, des grandes écoles occidentales, pour se former sur le fonctionnement du système, des systèmes politiques, des institutions politiques, et même sur l'organisation industrielle de ces pays occidentaux, pour revenir au Japon et l'implémenter. Il y a un autre aspect sur le plan politique. Lorsque l'empereur Mutsuhito instaure la religion, le shintoïsme, en 1869, et fait de cette religion l'unique religion du Japon, cette religion voue un culte, une sorte de culte de personnalité à l'empereur qui est vénéré au Japon un peu comme un dieu vivant. C'est très important parce que cette attitude des Japonais de voir en leur empereur un dieu vivant va entraîner une conséquence importante qui est celle de la confiance à l'élite dirigeante et même tout simplement au patron. Et cette confiance elle-même va entraîner une certaine obéissance aveugle du peuple japonais qui exécute à la lettre les ordres qui leur sont donnés, qui travaille jusqu'à une certaine heure, les heures supplémentaires ne sont pas payées, et qui comprend que le Japon doit se relever. Ça, c'est très important. Et cette attitude à faire en sorte que le travail acharné a permis au Japon de construire une industrie, surtout une industrie d'armement, qui va lui permettre de conquérir d'autres espaces territoriaux, autres frontières. Nous parlons de la guerre contre la Chine, première guerre sino-japonaise en 1884, qui permet au Japon de mettre la main sur l'île de Formose, qui est aujourd'hui appelée Taïwan, la guerre contre la Russie et surtout la guerre contre la Corée, qui permet au Japon d'annexer la Corée. C'est cet expansionnisme qui va permettre au Japon de prendre la main et de déclencher un miracle ou bien un développement économique important qui lui permettra de se positionner devant la Chine. Ce sont des éléments très importants, surtout le mental et surtout la culture de l'effort du peuple japonais qui comprend qu'il faut travailler et qui va à l'étranger, il revient, il se met au travail, il exécute les ordres qui lui sont donnés et puis les résultats suivent. Voilà. Alors, Célestin Tchakounte, je veux qu'on parle du deuxième Japon, parce qu'il faut dire qu'après ce premier miracle, après cette première puissance, le Japon connaît un coup très dur à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, frappé violemment, détruit avec Hiroshima et Nagasaki, l'économie est totalement effondrée. Mais, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, le Japon ne sombre pas. Et le Japon arrive à sortir de cette phase terrible de son histoire. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on peut appeler une sorte de robustesse mentale, une sorte de résilience à toute épreuve? Oui, je pense que là, le Japon donne là une des clés du progrès, c'est-à-dire de ne jamais se laisser abattre. On peut tomber, mais on doit se relever. Parce que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, effectivement, est complètement ruiné. On dit que 40% des villes sont complètement en ruine, détruites par les bombardiers de l'armée américaine. Donc, certains pays auraient sombré complètement. Mais les Japonais, je pense qu'ils ont développé cela dès le départ, d'avoir toujours cette... déjà, il a parlé de la confiance en leurs dirigeants, mais aussi cette capacité de toujours d'accepter, de travailler vraiment sans compter. Ça, c'est une particularité au Japon. On explique même que les réussites du Japon viennent du fait qu'on a surexploité la population. Et c'est des gens qui ne sont jamais vraiment pleins. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont durs au mal, ils travaillent très dur. Donc, on a l'impression qu'ils sont contents de souffrir. Quand on les voit aujourd'hui... contents de souffrir. Non, c'est-à-dire qu'ils voudraient que leur pays soit un grand pays, ils travaillent, enfin, pour un Dieu vivant déjà, il y a cela. Donc, ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour progresser. Donc, je pense que ça... et puis, quelque part, ils ont
si on revient un peu à l'ère Meiji, avant de remonter, je viens de commettre un livre sur les privatisations. Les premières privatisations dans le monde entier proviennent de l'ère Meiji au Japon. Ça veut donc dire que ce qu'on considère aujourd'hui comme une dialectique récente, les Japonais l'avaient compris depuis très longtemps. Parce que privatisation, c'est quoi? En fait, c'est une saine répartition des tâches entre le secteur public et le secteur privé, entre l'État et le reste de l'économie. Donc, si en 1868, les Japonais avaient compris cela, ça veut dire qu'ils avaient des gens très éclairés pour comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que quand on parle de privatisation, c'est quelque chose de très récent. Or, l'un des premiers penseurs qui ont posé cette problématique, c'était Aristote il y a 24 siècles, qui dit ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. Donc, quand vous voyez que le Japon a réglé ce problème en 1868, lorsque l'État impérial a donné à la classe des samouraïs toute l'industrie lourde érigée par l'État, afin que l'État devienne plus compétitif, et donc a procédé aux privatisations, ça veut donc dire qu'on a d'abord une classe dirigeante qui est lucide, et ils ont la chance d'avoir une population qui obéit sans discuter. Donc je crois que ces deux éléments sont très importants, et en plus, comme c'est des gens qui supportent la douleur, pas qu'ils en prennent plaisir, mais qui arrivent à travailler dur, tout cela, à mon avis, donne une base pour rebondir, même si on tombe. Voilà. Alors, monsieur Messi, je voulais qu'on reste sur la mentalité japonaise, parce que c'est quelque chose qu'on évoque souvent à récurrence. On les a vus. C'est des gens qui restent très dignes, malgré la situation. On se rappelle récemment de Fukushima. Ils ne sont pas dans une posture alarmiste. Ils n'appellent pas à l'aide, ils n'appellent pas à la fatalité, ils ne crient pas au désarroi total. Qu'est-ce qui peut justifier cette mentalité-là? Pourquoi est-ce que le japonais est si différent dans son trait de caractère? En fait, le Japon a une culture guerrière. Une culture, ils sont très orgueilleux. En fait, les Japonais sont très orgueilleux. On peut le voir dans l'histoire avec la guerre, les shogunats, ou à l'époque de l'empire japonais. Mais en fait, ce que moi je pourrais dire par rapport au développement du Japon, surtout au deuxième développement du Japon, c'est que le Japon a bénéficié du plan MacArthur, Douglas MacArthur. Peut-être que beaucoup ne connaissent pas. Douglas MacArthur, c'est le général qui a battu le Japon à la Deuxième Guerre mondiale et qui a demandé aux États-Unis d'aider le Japon à se réindustrialiser afin que le Japon puisse être cette avant-garde-là des États-Unis pour essayer de combattre la Chine. Donc, la mentalité japonaise est une mentalité guerrière, premièrement, mais à côté de ça, les Japonais, ce sont des gens assez hypocrites. Il faut le reconnaître, parce que les Japonais sont des gens qui, comment je pourrais dire, ce sont des gens qui cherchent beaucoup, qui veulent se développer, mais qui passent généralement utiliser des moyens souvent qui ne sont pas très... Voilà. Vous voulez dire, en fait, on ne connaît pas exactement ce qu'ils pensent quand vous parlez. Oui, les Japonais sont des gens... Est-ce que c'est vraiment de l'hypocrisie? Ils sont peut-être plus réservés, plus intelligents, conservent l'information, parce qu'on l'a vu, l'une des grandes stratégies du Japon, c'est la collecte de l'information. Et quand on sait quelle est la puissance et la valeur de l'information, une fois qu'on l'a, on n'a pas envie qu'elle soit répandue à tout le monde. Est-ce que c'est pas seulement... En fait, les Japonais, je ne pense pas que ça soit trop la rétention de l'information qui soit la force du Japon, mais ça, les Japonais, ils sont un peu comme les autres Asiatiques, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent rester ensemble. Ils ont une culture de l'ethnicité, un peu comme les Allemands également. Donc, ils n'aiment pas se mélanger. Ce sont les gens qui n'aiment pas se mélanger. Il y a la peur de l'autre. Oui, tout à fait. En Chine, par exemple, on dit que l'étranger est la poule aux œufs d'or. Tromper l'étranger, mais ne le tuer pas. Donc, ils ont toujours cette culture asiatique-là de tromper l'autre pour en fait, garder. Alors, docteur Simodium, je voudrais quand même qu'on parle de la capacité du Japon à se transformer dans un environnement qui lui était au départ totalement hostile. Il faut rappeler que le Japon n'a quasiment pas de ressources naturelles. Alors, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir alors qu'on n'a pas été béni par la nature? Oui, le Japon n'est vraiment pas béni par la nature. On dit couramment, pour résumer cette situation d'ingratitude de la nature, que le Japon a la montagne et la mer, pour dire que rien de ce qu'on peut vendre, quoi.
Et pour ne pas arranger les choses, la zone est extrêmement sismique et des séismes qui sont souvent très violents. Ouais. Et le séisme de 2011 a provoqué la fusion des réacteurs de Fukushima, ce qui a été une catastrophe d'une ampleur inégalée dans l'histoire et a entraîné des conséquences considérables, notamment la fermeture progressive qui va coûter plus de 100 milliards de dollars de cette centrale de Fukushima. Donc, le Japon n'est pas béni de la nature. Mais le Japon a su faire des prouesses pour dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas été béni par la nature qu'on ne peut pas transformer sa société. L'exemple japonais et bien d'autres, nous avons eu par le passé à voir à quel point les pays qui avaient été oubliés ou ignorés de la nature en termes de richesse ont su prendre leur destin en main et inscrire leur nom dans le marbre de l'histoire. Donc le Japon doit son progrès au trait de sa mentalité. Bon, alors il y a la politesse. Ils appellent ceci la politesse, c'est-à-dire on ne veut pas blesser l'autre, même s'il faut dire non. On trouve des manières de... Voilà. Là où il faut dire non, on dit rien. Bon, l'Asiatique est un peu comme ça, très poli. Il est très sournois. Il aime les arrangements, voilà. Il aime faire semblant d'être d'accord avec tout le monde et tout. Donc, ça permet aux Japonais de ne pas se faire d'ennemis frontaux. Parce que même pendant, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire là où le Japon était littéralement frappé, le Japon a réussi quand même à travailler avec l'Amérique. Bon, c'est vrai que c'était grâce à la guerre des deux Corées. Parce qu'avec la guerre des deux Corées, l'Amérique est obligée de soutenir le Japon. Donc, il y a cette politesse. Il y a aussi la curiosité dont je parlais. Une autre anecdote, toujours au 19e siècle, quand un explorateur portugais était de passage avec une arme artisanale qu'on appelait l'arquebuse. Pour la première fois, les Japonais ont vu cela. Cela leur a plu et ils ont demandé au Portugais s'il pouvait le lui emprunter. Et le Portugais a accepté et a dit « je reviendrai prendre ». Quand il est revenu quelques temps plus tard, il y avait 300 arquebuses au Japon. Très rapidement, ils avaient dépiécé, ils avaient appris le mécanisme et ils avaient reproduit. Donc, ils sont très curieux, très travailleurs. Ils sont très résilients. On a vu comment ils surmontent les tragédies. Et dans la dignité, ils ne se plaignent pas, ils ne jérémient pas. Et après Hiroshima et Nagasaki, on a inventé des manières de construire la maison, de telle sorte que quand il y a des séismes, la maison roule plus tôt. La maison se déplace, mais elle ne s'effondre pas. Elle ne s'effondre pas. Donc, il y a des traits positifs dans la mentalité du Chinois, du Japonais. On parle plutôt du Japonais. Il y a ça. Il y a également, vraiment, surtout, j'insiste sur cette curiosité. Sans la curiosité, les Japonais n'auraient rien appris, n'auraient pas tiré profit de la technologie et de l'avance des Américains. D'accord. Alors, Monsieur Zoyem, je voulais quand même qu'on s'arrête sur l'Afrique face à cela. Parce qu'on a d'un côté le Japon qui n'a rien au départ, mais qui arrive à s'en sortir, qui arrive à rester. On a d'autre côté l'Afrique qu'on peut dire qui a tout, mais n'y arrive pas. Comment comprendre ce paradoxe? Est-ce que c'est mieux de n'avoir rien, comme ça on fera plus d'efforts, ou alors il vaut quand même en avoir? C'est difficile à dire, mais le plus important, c'est de comprendre qu'à la base, il y a une certaine organisation. Vous voyez, nous parlons ici de miracle économique. En réalité, il n'y a pas de miracle en économie. Les deux grandes phases de développement économique du Japon ont été encadrées et ont été soutenues par un certain nombre de facteurs savamment construits et élaborés par les autorités dirigeantes du Japon. Et puis aussi, n'oublions pas, après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez le rôle que les États-Unis ont joué dans l'implémentation de ce système économique qui va devenir en 1868 la deuxième puissance économique du monde. Les États-Unis ont quand même dominé le Japon de 1945 jusqu'à 1952. Et tout à l'heure, le confrère parlait des investissements massifs des États-Unis au Japon. Et bien évidemment, entre 1945 et 1952, les États-Unis vont investir plus de 2 milliards de dollars
au Japon pour construire des grandes entreprises et des grands centres de finances. Le docteur Simon Jo m'a parlé de la guerre des deux Corées. Effectivement, les États-Unis vont prendre le Japon comme base arrière et c'est l'industrie japonaise qui va construire l'appareil de guerre qui sera utilisé par les États-Unis en Corée. Maintenant, revenant en Afrique, comme vous le dites, l'Afrique, effectivement, est gâtée par la nature. Nous avons extrêmement de ressources, mais on a de la peine à rebondir. Peut-être qu'il y a un problème à ce niveau, c'est qu'il y a un manque d'organisation à la base. On a d'un côté un pays qui n'a rien au départ, mais qui, par le travail et l'acharnement, la persévérance, parvient à se hisser au premier rang des économies mondiales, mais de l'autre, un ensemble de pays qui ont tout, mais qui ont de la peine à s'en sortir. Qu'est-ce qui coince? Il faut rechercher les causes de ce retard, donc déjà au niveau de l'élite politique. Quand tout à l'heure je vous parlais de la première phase de développement, on a vu le rôle qu'a joué l'empereur du Japon, qui a entrepris des réformes radicales et qui a veillé à leur implémentation. Si vous n'étiez pas d'accord avec les méthodes de l'empereur, à défaut d'être tout simplement chassé du pays, vous étiez exécuté sans aucune autre mesure. On se souvient de ce mouvement de révolte des samouraïs. Les samouraïs, ce sont des anciens guerriers qui étaient les soldats de l'armée nippone avant le premier miracle économique, lors des 250 années d'isolement. Les samouraïs, il y a une partie des samouraïs qui, dans l'ère Meiji, en 1977, se sont révoltés et qui ont été tout simplement écrasés par la puissance militaire de l'empereur. Ceux qui n'ont pas pu se reconvertir dans les affaires, qui n'ont pas pu intégrer l'appareil gouvernant et qui se révoltaient, étaient des opposants, ont été tout simplement écrasés. Au départ, donc, il y a la volonté de l'élite politique. Peut-être l'Afrique devrait commencer par là, avoir une certaine vision. Au départ, quelle est la vision de l'Afrique? Nous avons des matières premières. Qu'est-ce que l'Afrique veut? Quel est le rôle que l'Afrique veut jouer d'abord pour elle-même et quel est le rôle que l'Afrique veut jouer dans le monde? Parce qu'au départ, l'empereur avait un rôle pour le Japon. Le Japon doit se hisser au premier rang des grandes nations. Le Japon doit parler d'égal à égal avec les puissances occidentales. Quelle est la vision de l'Afrique par rapport au monde, par rapport à elle-même? Il faut commencer par là. Et après l'élite gouvernante, il faudra voir effectivement le peuple africain qui, le plus souvent, lui aussi ne travaille pas assez. Et on est dans une sorte d'enlisement et d'abandon qui fait que l'Afrique se retrouve à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Oui, Ferdinand Missi, vous voulez réagir? Je voulais dire que, en fait, selon moi, la principale différence qui se trouve entre le Japon et l'Afrique, c'est que le Japon était dans un environnement défavorable. Et comme il y a un peuple en Chine qui est le peuple de Jiangsu, qui sont les premiers commerçants en Chine. Et pourquoi ils ont été les premiers commerçants? Parce qu'ils vivaient dans les montagnes. Et ne pouvant pas se nourrir, ils étaient obligés de se déplacer, aller chercher fortune ailleurs. Donc, notamment, c'est un peu, je pense, ce qui a poussé un peu le Japon à être expansionniste. Parce que le Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, attaquait les pays voisins pour aller prendre leurs ressources et les ramener au Japon. Donc, notamment, l'Afrique qui a tout sur place ne trouve pas le besoin d'être expansionniste, étant donné qu'ils ont tout à la maison. Donc, notamment, je pense que l'environnement, la géographie a joué un rôle très important dans l'expansion du Japon. Alors, M. Célestin Tchakoté, pour rester à l'Afrique, on en parle depuis, les gens, des économistes même se sont prononcés sur la question, on parle de la malédiction des ressources naturelles, et ce n'est pas juste des déclarations. On se rend compte aujourd'hui que malgré toutes les crises qu'a connues le monde et notamment l'Afrique, les pays qui s'en sortent le mieux sont ceux qui n'ont pas de ressources naturelles. Le Rwanda, l'Éthiopie, qui sont les pays qui dans ces 10 dernières années sont ceux qui se sont le mieux comportés. Alors est-ce qu'il ne faut pas avoir une autre façon de réfléchir et mettre peut-être, j'exagère un peu, nos matières premières sous embargo pour travailler justement sur d'autres choses, parce que tous ces pays qui ont du pétrole, du gaz, de la bauxite et tout, n'arrivent pas à décoller. A contrario, ceux qui n'en ont pas... Les constats sont amers, effectivement, mais il y a un constat contraire, celui du Botswana. Oui, justement. On en a parlé la dernière fois. Oui. Botswana, avec son diamant, ils n'ont pas utilisé ça comme les autres pour faire du gaspillage. Ils l'ont mis au service de la population et aujourd'hui, tout le monde... Il y a aussi le cas des pays nordiques avec leur pétrole, par exemple, qui ont très bien sorti le pétrole et qui en ont plutôt des fonds d'investissement de faire mettre ça dans les budgets. Il y a le cas du Koweït aussi qui a mis en place la Kuwait International Organization, qui à un moment a possédé par exemple 14% de Mercedes,
qui avaient consolidé des pas dans les très grands groupes à travers le monde. Je crois qu'il y a malédiction, oui, on a un vrai problème avec nos ressources naturelles. On a tellement de ressources qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Peut-être la malédiction, c'est parce que, comme les autres, ils ont besoin de ces ressources. Ils sont prêts à tout pour les avoir. Ils sont prêts à tout pour les avoir. Et comme nous ne sommes pas structurés. On n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie. On l'a toujours dit, il n'y a pas de vision stratégique dans nos pays. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, mettons en place des think tanks pour penser le monde, pour avoir enfin une vision stratégique. On a parlé de Mao Tse-tung la dernière fois, qui a mis en place une vision stratégique pour la Chine qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui. Quel pays africain a une vision stratégique? Où allons-nous? Que faisons-nous? Dans le monde de demain, comment on se positionne? Avec quelle stratégie? Bon, prenons le cas, par exemple, des terres que nous sommes en train de laisser à l'abandon. Le cas de la Chine. La Chine, c'est 20% de la population mondiale, mais seulement 9% de terres arables. L'Afrique, c'est 65% de terres arables. C'est-à-dire qu'on a, et pour nourrir les 10 milliards d'êtres qui seront sur Terre en 2060, ça passe par l'Afrique. Sauf qu'il n'y a aucune stratégie qui est mise en place pour gérer cela. C'est pour ça que moi, je questionne souvent l'Union africaine. C'est quand même l'Union africaine qui doit prendre en charge notre vision stratégique. Par exemple, voilà le problème des terres et de l'agriculture. Quelle stratégie a été mise en place pour gérer cela, pour préparer pour préparer l'alimentation mondiale, pour que ce soit contrôlé par nous, parce que nos enfants risquent d'être des salariés sur nos terres, puisque ces terres sont en train d'être vendues à beaucoup de pays, y compris aux pays occidentaux. Oui, dans des conditions au franc symbolique, parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur. Alors, c'est très important de voir tout ça. Je veux proposer, madame, monsieur, qu'on marque un arrêt pour parler de l'autre face du Japon. On va parler du Japon très endetté. On va parler du Japon avec son problème de vieillissement de la population. On va parler des défis qui s'imposent au Japon. Et justement, avant d'en parler, nous suivons cet élément sur la vieillesse de la société japonaise et nous revenons sur ce plateau de l'intelligence du monde. Cela pourrait sembler peine perdue de vouloir trouver des failles au système nippon, tant ses prouesses technologiques mettent tout le monde d'accord. Mais à bien regarder, le Japon, comme toute puissance dans le monde, présente des faiblesses. En bonne place, la dépendance énergétique du pays. Près de 80% de l'énergie est importée, tout comme la quasi-totalité des matières premières. En cas de crise ou de hausse des prix, l'économie nippone pourrait en pâtir. Autre dépendance, celle liée à l'alimentation. De fait, l'agriculture du pays peine à nourrir toutes les bouches japonaises. Alors le pays est contraint d'acheter à l'extérieur pour combler l'important déficit alimentaire, ce qui fait du Japon l'un des plus gros importateurs mondiaux de produits alimentaires. De plus en plus, la dette publique nippone est citée comme une importante faiblesse. Elle représente 170% du PIB du Japon, une situation qui ne semble pourtant pas inquiéter le gouvernement. Au même moment, la population nippone commence à présenter des signes de vieillissement. Les dépenses de santé et de retraite connaîtront une forte hausse dans les décennies à venir. Là encore, les pouvoirs publics restent passifs. Aucune politique nataliste, ni même de politique d'immigration. Autre point d'inquiétude, le repli. Le Japon reste encore fermé sur lui-même. À la fin 2012, le stock des investissements directs ne représentait que 3,7% du PIB, contre 26% aux États-Unis, 40% en France et 54% au Royaume-Uni. Nous sommes de retour, madame, monsieur, sur ce plateau de l'intelligence du monde. Alors, nous avons vu un peu dans la première partie comment est-ce que le Japon a réussi à se construire à travers ces deux miracles, au 19e et au 20e siècle. Nous avons vu ce qui faisait la force du Japon. Nous avons vu également sa puissance. Actuellement, on va s'attaquer aux défis qui s'imposent au Japon. Et je vais commencer par le premier. Et déjà, la question de savoir, je commence par M. Tchakounte, est-ce que ça en est un réellement, la dette japonaise? On parle de 170% du PIB. Est-ce que c'est vraiment un problème pour un pays qui veut être une puissance d'être autant endetté? Oui, c'est un problème et c'est même une surprise que le Japon tienne encore. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler les forces du Japon. Parce que le problème de l'endettement, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre.
De manière générale, l'endettement, on pense que le seuil, c'est autour de 90%. On pense que quand ça dépasse 90% du produit intérieur brut, ça devient incontrôlable. Le diable sort de sa boîte. Quand par exemple, la France est autour de près de 100%, quand on parle le cas de la Grèce aujourd'hui, la Grèce c'est 140%, l'Italie peut-être 120%. Donc au-delà de 90%, ça dépasse des seuils contrôlables. Vous avez prenez par exemple le cas de nos pays, le Cameroun, avec tout ce problème qu'on a eu dans les années 2000, nous étions à 55% du produit intérieur brut. Vous avez vu la cure sévère que nous avons dû entreprendre. Alors que le Japon soit à 170% et continue à fonctionner normalement, c'est une épreuve encore de la résilience du Japon. Donc, effectivement, c'est un problème. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que la dette en soi n'est pas un problème? Parce que j'ai l'impression qu'on utilise l'endettement ou bien alors la restriction de l'endettement pour empêcher les pays africains de se développer. Vous prenez des très bons exemples. La France est à quasiment 100%, l'Italie, l'Espagne et ce Japon qui est à 170%, alors que les pays africains, à peine, ils ont atteint 30%, qu'on crie au scandale, qu'on envoie les experts, entre guillemets, de la Banque mondiale et du FMI proposer des mesures, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un piège dans cette façon de présenter absolument, les choses? Il y a un problème à ce niveau-là. Si vous regardez un peu le taux d'endettement par rapport à la richesse, en zone euro, il est de 100%. En zone CFA, ZAF, c'est-à-dire Afrique centrale, on est à 13%. En zone CFA, ZOF, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, ils sont à 23%. Effectivement, là, on a un gap, c'est-à-dire qu'étant à 13% ici, ça veut dire qu'il nous manque 87% qui aurait pu servir à l'investissement, parce qu'en fait, l'investissement précède la rentabilité. Il faut d'abord investir pour pouvoir récolter. Donc, si on n'a pas accès à l'investissement, on n'a pas accès aux actifs, on ne peut donc pas non plus nous développer. C'est effectivement un problème à ce niveau-là. Nous avons une sorte de, ce que tu aurais appelé répression monétaire, en sens qu'on n'a pas accès au crédit. Donc c'est comme si vous avez un salaire, vous n'avez que votre salaire pour travailler avec, vous ne pourrez jamais construire votre maison, vous ne pourrez jamais, mettons, par exemple, faire un investissement. Avec votre salaire, c'est impossible. Pour faire un investissement, vous êtes obligé de recourir à l'endettement. C'est la norme dans l'économie. Donc là, effectivement, par rapport à l'Afrique, nous avons un problème à ce niveau-là. Docteur Simojom, pour parler de la dette japonaise. Oui. La dette du Japon, alors, je me pose une question, je n'ai pas de réponse. La structure de la dette japonaise est un peu originale. Si on parle de 170% en ce moment, il y a quelques années, le taux d'endettement était de 220%. Oui, 220%. Alors, si c'est inquiétant à 170% et qu'on s'étonne que le Japon continue de fonctionner normalement, qu'en est-il de 220%? Alors, est-ce que le fait que l'endettement au Japon soit majoritairement un endettement public change quelque chose? Parce que c'est l'épargne, c'est les ménages. Chaque fois qu'il y a une baisse des taux, c'est les ménages qui bondissent sur les opportunités, qui prennent, qui achètent des bons et qui permettent à l'État de s'endetter. Alors, à ce niveau, ça devient un peu très compliqué pour moi. Je veux savoir, peut-être que je ne suis pas là pour poser des questions, mais est-ce que ça change quelque chose dans Ferdinand Missi voulait réagir sur la question de la dette japonaise. Moi, je pense que, comme l'a dit M. Chakunte, et comme l'a aussi précisé le docteur Simojom, en fait, la dette du Japon est divisée en deux. Il y a la dette extérieure et la dette intérieure. Et comme il a dit, la dette intérieure, la dette japonaise est à 90% détenue par les ménages japonais. Et nous savons tous que la monnaie japonaise est une devise internationale. En d'autres termes, ça dit ça ne pose pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il suffit que les créanciers demandent leur argent et que le Japon produise les yens et leur rembourse leur argent. Donc, véritablement, la dette japonaise n'est pas un problème. Parce que sinon, ça devait être le cas avec les États-Unis. Les États-Unis sont aussi endettés que le Japon. Mais ça ne pose pas un problème. Pourquoi? Ils sont toujours crédibles. Parce que le dollar est une monnaie internationale. Donc il suffit juste que la Chine demande son argent et la machine américaine se met en place pour rembourser en dollars. C'est tout. D'accord. Monsieur Zoyem voulait réagir sur la question. Je pense que la dette japonaise, effectivement, elle est détenue à 90% par les nationaux. Et nous savons que le yen, c'est la monnaie japonaise. Donc, le cours du yen dépend de la politique monétaire du Japon. Et c'est le Japon même qui implémente sa politique monétaire. Donc, à ce niveau, la dette peut même monter jusqu'à 250%. Ce serait pas véritablement pas un problème pour le Japon.
Ben, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on doit comprendre, c'est la dette en économie n'est vraiment pas un problème. C'est ce qu'on fait de l'endettement. C'est le retour sur investissement qui est important. Je vais faire le parallèle avec les pays africains. Lorsque vous prenez un pays comme le Cameroun qui s'endette à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour construire une centrale électrique, cet endettement se traduit par une fuite excessive des devises du Cameroun, parce que le Cameroun n'étant pas une puissance industrielle, une fois que vous êtes endetté, tout le matériel qui vous sera utile pour construire votre centrale sera importé. Cela se traduit donc par une destruction de vos devises. Maintenant, il faut vous poser la question, pour que la dette que vous avez contractée soit utile à l'économie, il faut vous poser la question si la centrale que vous construisez va générer suffisamment de devises pour que vous puissiez compenser ce gap. Ce n'est souvent pas le cas pour le Cameroun. Et malheureusement, on le constate. Vous construisez une centrale dans un village comme l'Ompangar et cette centrale se traduit immédiatement par une modification des habitudes de consommation. Les paysans, les villageois qui naguère s'éclairer à la lampe tempête vont chercher à avoir de l'électricité. Ils vont s'acheter des frigos, des laptops, des écrans plasma. Et ces objets, ces outils de la civilisation moderne ne sont pas fabriqués au Cameroun, ils sont fabriqués à l'étranger. Et ce comportement se traduit par quoi? Par l'abandon de l'activité agricole, qui est la seule qui apporte les devises au Cameroun. Vous avez les paysans qui vont chercher à migrer pour avoir un comportement de vie somptuaire, qui vont aller résider en ville et abandonner les plantations de cacao. Et la production du cacao camerounais va baisser. Et vous allez entrer dans un cycle d'appauvrissement et l'endettement ne vous aura servi à rien parce que vous avez contribué à détruire la seule source de devises que vous aviez. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de se poser la question à quoi va servir cet argent que l'on peut contracter à gauche et à droite. Et en revenant sur le Japon, la dette du Japon n'est pas un problème. Elle peut arriver à 250%. Non seulement elle est détenue par les nationaux, l'État peut faire tourner la planche à billets, comme M. Missil a dit, pour faire baisser la dette. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que nous avons assisté ces derniers moments à quelque chose d'extraordinaire au Japon. Le Japon a connu en 22 ans 15 premiers ministres, ce qui est un véritable problème de variable de la vision. Parce que quand un pays comme le Japon a une grande vision, qu'elle implémente depuis 200 ans, alors il se pose donc le problème de la transmission de la vision. Ça commence déjà par la stabilité du leadership. Parce que le leadership, lorsqu'il est stable, il accroît la possibilité de transmettre la vision. Or, nous avons eu 15 premiers ministres en 22 ans. Mais alors, le problème, donc, c'est quoi? C'est l'alternance. Pourquoi il y a... Non, c'est-à-dire... Pourquoi est-ce qu'il y a tant... C'est l'instabilité, voilà. Ce n'est pas l'alternance, c'est l'instabilité. Pourquoi les premiers ministres tombent? Parce qu'ils n'arrivent pas à apporter des solutions aux problèmes que traverse la société. Les gouvernements sont sanctionnés. Donc, ce n'est parce que... Alors, Shinzo Abe, lui, il est revenu et je crois que ça se stabilise déjà un tout petit peu. Mais sinon, que le problème, donc, c'est que les gouvernements japonais auraient voulu que les ménages consomment plus. C'est ça le véritable problème. L'endettement est interne, c'est vrai. Ça ne pose pas le même problème qu'en Afrique, où nous n'avons pas une souveraineté monétaire, nous avons des problèmes de fuite des devises, parce que notre franc, le franc CFA que nous utilisons, est convertible et il y a la possibilité d'exporter tout ce que les multinationales gagnent ici. Et pour nous également, la possibilité d'acheter tout à l'étranger. Donc, ce problème ne se pose pas au Japon, mais il se pose au Japon un problème. Lorsque la Banque centrale veut que les Japonais consomment, elle met les liquidités à la disposition des Japonais. Mais les Japonais vont acheter des bons aux États-Unis d'Amérique. Ils achètent des bons en Angleterre. Ça, c'est un véritable problème. Le fait que les ménages ne consomment pas tous les plans de relance, il y en a eu 10 et il y en a eu 10 en moins de 9 ans. Et ces plans de relance ont coûté 1600 milliards de dollars. Mais aucun de ces plans n'a pu, l'ensemble de tous ces plans n'ont produit qu'1% de taux de croissance en plus de 12 ans. Donc, il se pose un véritable problème de la conversion, parce que le peuple japonais n'est pas flexible. C'est ça le problème. On aimerait qu'à un moment donné, la Banque centrale incite à l'épargne. À un moment donné, la Banque centrale incite à la consommation. Oui. Mais le jour où la Banque centrale veut inciter à la consommation, les Japonais se braquent,
ils prennent les liquidités, ils achètent des bons. Donc, c'est à ce niveau qu'il se pose que l'endettement est un problème. Ouais. Parce que plus le taux est élevé, moins il y a un investissement parce que la consommation ne va pas suivre. D'accord. Alors, monsieur Messi, je voulais qu'on avance. On a parlé de l'endettement du Japon qui est un problème. Il y a un deuxième problème aujourd'hui, c'est que malgré ce qu'on a appelé la mondialisation, le Japon reste quand même un pays assez replié sur lui-même. Comment comprendre cela et quelle menace cela représente? En fait, bon, le Japon a cette culture-là comme je disais, c'est un peuple fier. C'est-à-dire que c'est un peuple très nationaliste qui aime rester chez lui. Mais bon, je ne pense pas trop que... Peut-être parce que peut-être en Afrique, on ne voit pas trop les Japonais, mais les Japonais se déplacent beaucoup en Asie. Voilà, les Japonais se déplacent beaucoup en Asie, commercent beaucoup en Asie. Et que quand vous regardez un peu le commerce entre le Japon et l'Asie, il est de presque 60%. Voilà, et les investissements japonais en Asie sont très nombreux. Même bon, mais c'est un peuple qui, bon, peut-être du point de vue de l'Afrique, c'est un peuple reclus sur lui-même, mais les Japonais sont des gens qui bougent quand même, qui ne sont pas toujours... Bon, maintenant, je vais prendre un peu sur le plan la relation sino-africaine. Hein. Les relations sino-africaines sont très faibles, en fait. Bon, ils ont été relancés un peu avec le TICAD, le Tokyo International Conference on African Development. Mais aujourd'hui, le Japon essaie de pénétrer les marchés africains, mais seulement c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que le Japon est aligné un peu sur la politique américaine. Voilà, et les Américains ne sont pas très pro-africains, quoi. Donc ça fait en sorte que les Japonais ont du mal à s'intéresser davantage à l'Afrique. Oui, monsieur. Oui, il faut préciser aussi que le véritable problème du Japon actuellement, c'est cette forte dépendance quand même du Japon vis-à-vis de l'extérieur. Il faut le rappeler, le Japon importe la plupart des matières premières, importe même la nourriture, parce que le Japon, on l'a dit dans la première partie de l'émission, le Japon n'est pas une puissance agricole. L'agriculture contribue à peine 1,2% du PIB. Et le Japon est obligé d'importer une bonne partie de ses produits de consommation, de la nourriture de l'extérieur et même de l'énergie, qui s'est encore plus... Cette dépendance s'est accrue après la catastrophe de Fukushima en 2011, où le Japon désormais, et vous avez, c'est un assentiment populaire, 57% des Japonais veulent que le Japon sorte du nucléaire. Ce qui fait qu'il faut trouver des sources d'énergie alternatives et ça crée davantage une très grande dépendance. Le deuxième problème, c'est cette chute drastique de la demande interne, la demande en biens de consommation. Les Japonais ne consomment pas assez et les raisons sont connues. L'école au Japon coûte extrêmement cher. Parce que c'est une société élitiste. Vous ne pouvez accéder dans les grandes entreprises, vous ne pouvez accéder à un niveau supérieur, avoir une ascension sociale satisfaisante que si vous êtes extrêmement formé, si vous êtes compétent. Le Japon a donc eu cette culture de l'élite au fil des années et cette culture, cette recherche permanente de l'intelligence, de la formation a fait en sorte que les coûts de l'éducation ont extrêmement grimpé. Et vu la crise de 2009 qui a énormément secoué le Japon, le peuple japonais s'est replié et est devenu moins dépensier parce qu'il faut investir dans l'éducation des enfants. Le deuxième problème, c'est le logement. Il y a une crise de logement au Japon qui est inquiétante parce que les Japonais ont de la peine à se loger parce que le logement coûte extrêmement cher. C'est une autre raison qui les pousse à épargner et à moins consommer. Et c'est un véritable problème. Tout à l'heure, Dr Simon a parlé de l'instabilité politique. Effectivement, vous avez eu en 2009 les élections législatives au Japon, où le Parti démocrate japonais a accédé au pouvoir. C'est un parti de gauche. C'était une révolution dans l'histoire du Japon, parce que depuis pratiquement l'ère Meiji, depuis 1945, c'est le Parti libéral-démocrate qui gouvernait. Et lorsque ce parti de gauche est arrivé au pouvoir, l'un des arguments phares de la campagne de leur leader, lors de la campagne, c'était quoi? C'était cet ensemble de réformes qui devaient être implémentées pour accélérer la demande. Malheureusement, ils n'ont pas fait long feu, puisque le Parti libéral-démocrate a récupéré le pouvoir en 2012. Et nous avons en ce moment des initiatives qui ont été émises pour essayer de relancer cette demande. On n'en sort pas toujours. Et puis, cette forte dépendance, ça crée un certain essoufflement de l'économie. Les entreprises qui ont de la peine à vendre.
qui ont de la peine à vendre. Et on aurait pu trouver une alternative dans les marchés internationaux. Mais sauf que là, il y a un autre problème. Le Japon, c'est un pays extrêmement fermé. C'est un pays qui a une longue culture de l'isolationnisme. Ouais. C'est l'un des pays industrialisés les moins ouverts, malheureusement. C'est vrai, le secteur de l'automobile, on a tendance que le Japon vend un peu de partout dans le monde, mais ce n'est que le secteur de l'automobile et de l'électronique, et peut-être dans une moindre mesure de la construction navale, qui conquiert les marchés internationaux. Les 250 ans d'autarcie ont vraiment imprimé dans le mental, même des industriels japonais, cette frayeur de l'ouverture. Et c'est un problème aujourd'hui pour le Japon, parce que quand vous avez atteint un certain niveau de développement économique, il faut chercher d'autres marchés. Il faut conquérir le monde extérieur pour pouvoir vendre. Et c'est la peine que le Japon a aujourd'hui de le faire. Et même les pays avec qui le Japon commerce sont en général des pays voisins. Vous avez la Chine, vous avez la Corée du Sud, vous avez les États-Unis. Le Japon a de la peine à aller vendre, à conquérir des marchés européens, à conquérir des marchés africains, surtout pour ce qui est du domaine de l'agroalimentaire, de la finance, de la pharmacie. C'est un pays qui reste encore extrêmement fermé et on peut le comprendre. C'est leur culture, ils ont eu 250 ans d'autarcie, même si la première phase de développement économique leur a permis d'être expansionnistes, de vendre, de conquérir des marchés, ils ont toujours cette envie de se replier sur eux-mêmes. Or, les habitudes de consommation du peuple japonais ont changé. Il faut peut-être, pour les industriels japonais et les entrepreneurs africains japonais, imaginer une autre stratégie qui leur permettra d'envahir et de conquérir d'autres espaces marchands à l'international. D'accord. Alors, M. Célestin Tchakouté, j'ai été surpris en préparant cette émission de me rendre compte que sur un secteur comme le numérique, on peut dire que le Japon a un retard, ce qui, à mon sens, est une réelle surprise, parce que on sait que le Japon, en matière d'électronique, a été très avancé à une époque. Comment on peut expliquer que le Japon soit en retard aujourd'hui au niveau du numérique? Oui, effectivement, ça c'est un vrai paradoxe, parce que le Japon a toujours été estampillé high-tech. Ouais. Dans tout ce qui est électronique, le Japon est en tête. Je pense, en y réfléchissant, on peut... L'hypothèse que moi j'aimais, c'est peut-être le vieillissement de la population. Vous savez que plus on vieillit, on est plus rigide. Donc c'est ça l'hypothèse que moi j'ai. On refuse les changements, on refuse les mutations. Je pense que, pour moi, c'est vrai que c'est... Je sais pas, peut-être, docteur Simodium, sur la question de la lenteur du développement du numéro. Là, il y a le syndrome Kodak. Le syndrome Kodak. Kodak, c'était le leader mondial de la photographie argentique. Oui. Donc ça, c'est de l'analogie. Maintenant, le numérique est venu. L'appareil photo numérique est venu. Kodak a su que c'était venu. Mais comme les Japonais sont très conservateurs, très rapidement, Kodak n'a pas vu que la roue était en train de tourner, qu'un vent allait l'emporter. Il ne s'est pas ajusté. Dans l'histoire du capitalisme mondial, nous avons plusieurs exemples. Il n'y a pas que Kodak. Donc, ce n'est pas un problème japonais. Il n'y a pas que Kodak. On a aussi Motorola. On a aussi Sony. On a de nombreux exemples où des gens occupent le haut du pavé, mais n'arrivent pas à s'ajuster. Donc, Kodak n'a pas su s'ajuster. Je me demande si Kodak avait pu s'ajuster de l'analogie vers le numérique et maintenir le haut du pavé, peut-être là aurait fait tache d'huile. Mais l'échec de Kodak a été, comment dire, un traumatisme pour le marché nippon. Tout le monde a cru à un moment donné ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, que ça allait être très difficile. Donc, en conséquence, aujourd'hui, l'Asie, le Japon est très présent sur le marché de l'analogie, de l'électronique. Mais lorsque c'est le numérique, elle est vraiment... la nouvelle économie... Elle est absente. Elle est absente. Ouais. Là, la Chine, le grand rival, le grand voisin chinois, a pris de très grandes longueurs d'avance. Vous avez de très grandes entreprises dans le domaine du digital. Vous avez Alibaba, qui, pour son introduction en bourse, a pris 252 milliards de dollars immédiatement de capitalisation boursière pour un premier jour. Et Alibaba, son fondateur Jack Ma, figure parmi les hommes les plus riches dans le monde en ce moment. Donc vous avez Weibo, vous avez WeChat, vous avez Huawei, vous avez Hisense, vous avez Tencent, et surtout, un chiffre très impressionnant, vous avez 3000 startups qui naissent chaque année en Chine. C'est très impressionnant. Le Japon n'a pas observé cette frénésie et ne l'observe pas.
Et ça, c'est un gros problème parce qu'on se demande, la compétition qui sera de plus en plus numérique, comment est-ce que le Japon va faire face à une compétition numérique? Le sort du Japon, c'est un peu le sort de la France qui a vu toutes ces entreprises du numérique perdre la compétition, soit être ravalées par les entreprises américaines. Donc, c'est une grande inquiétude. D'accord. Oui, monsieur Messi, sur la question du retard, parce que j'ai envie de dire, entre l'électronique et le numérique, il y a juste un pas. Voilà. Comment le leader électronique a pu être aussi largué au niveau de la mutation numérique? Et comme je disais au docteur Simojom tout à l'heure, tous les observateurs s'accordent pour dire que l'économie de demain, c'est une économie numérique. On parle de fintech, on parle justement du e-commerce, on parle de plein d'autres choses. Est-ce que le Japon, avec ce retard, n'est pas en train de courir totalement à sa perte? Moi, je pense qu'il faut nuancer. Je ne pense pas que le Japon soit vraiment à la traîne sur le plan du numérique, parce que reconnaissons quand même que Tokyo Stock Exchange est l'une des places financières les plus importantes du monde. Et il y a le TPS, le Toyota Production System, qui est aujourd'hui un système qui a été imité par tous les pays qui font dans la logistique, en fait. Ceux qui ont fait la logistique, le système pull. Vous voyez, donc véritablement, c'est le just in time, en fait. Just in time pour ceux qui maîtrisent. Donc véritablement, je ne peux pas dire que le Japon soit vraiment la traîne. Et à côté de ça, reconnaissons aussi que le marché japonais, c'est un petit marché comparément aux géants chinois ou bien géants indiens. Donc je pense que c'est peut-être dans des comparaisons qu'on peut dire que le Japon est à la traîne. Mais parce que quand on compare le Japon, par exemple, aux États-Unis, le Japon est plus numérisé que les États-Unis, clairement. Parce que c'est 100% au Japon par rapport à 90% aux États-Unis. Là, la comparaison a beaucoup plus... La comparaison se fonde sur le modèle même capitalistique du Japon, qui est le modèle des conglomérats, c'est-à-dire la grande tradition des grandes entreprises qui prennent des participations croisées, qu'on a appelées par le passé les Zaibatsu. Et quand les Américains ont essayé de les abattre, ils se sont transformés en Keiretsu. Donc on a toujours, Toyota est toujours une Keiretsu. Il y en a d'autres, Sumitomo, donc. Alors, on a donc de grandes entreprises dans l'industrie automobile, dans l'analogie, dans l'électronique grand public. Mais le problème, c'est pourquoi il n'y a pas un seul champion dans le domaine du numérique. C'est ça la question, c'est-à-dire, on peut avoir le numérique qui est présent. En France aussi, le numérique est présent. Mais on n'a pas une grande entreprise française. Par exemple, la Corée du Sud n'est pas très grande. Oui. La Corée du Sud n'est pas un très grand pays comme la Chine. Et pourtant, c'est Samsung qui domine les débats sur le plan de l'innovation au niveau mondial, avec 40 000 chercheurs à temps plein dans son usine et pour travailler sur la recherche et développement et qui programme, le monsieur Célestin Tchakounte est en train de préparer un article sur la Corée du Sud et la recherche et développement qui programme des produits pour 50 ans. Donc, c'est un peu au niveau de la taille des entreprises à laquelle le Japon nous a habitués, des conglomérats. On aurait voulu ici voir aussi émerger des conglomérats dans le domaine du numérique et c'est ce qui fonde notre inquiétude. D'accord. Alors, M. Zoyam, vous voulez réagir sur le numérique? Sur le numérique, je pense qu'il faut ce problème, ce retard, le retard entre guillemets du Japon sur le plan du domaine du numérique est à rechercher. La cause de ce retard est à rechercher aussi dans l'histoire économique du Japon, parce que vous avez quand même une économie qui a mis sur pied des méthodes qui s'échelonnent sur le temps et qui, à un certain moment, atteignent une certaine saturation et on a une capacité à se réinventer. La méthode de travail, l'organisation de travail présente dans les entreprises japonaises était le toyotisme, qui était une méthode de travail basée sur, on appelait cela les 5 zéros. Zéro stock, parce que déjà le pays n'a pas assez d'espace. Il ne faut pas qu'il y ait des stocks dans l'entreprise. Une fois que les produits sortent de la machine, ils doivent être écoulés sur le marché. Zéro stock, zéro panne. Les machines sont suivies en permanence pour qu'il n'y ait pas de panne. Zéro papier, pas de gaspillage de papier dans l'entreprise. Zéro délai. Et puis le dernier zéro qui consiste à la vente, qui est cet espace, qui est ce gap qui doit exister entre les commandes que l'on reçoit et la production. Cette méthode nous fait comprendre qu'à la base, au fondement du toyotisme était les industriels, les entrepreneurs avaient pour habitude de conquérir, de chercher d'abord les marchés avant de produire.
pour ne pas produire pour rien. Et c'est resté ancré dans la stratégie et les méthodes économiques du Japon, si bien qu'aujourd'hui, si certains domaines qui sont coincés, un peu comme celui du numérique, moi je me dis, c'est parce que le Japon a de la peine à trouver le marché sur lequel écouler les produits. Vous avez la Chine qui a pris la place du Japon en 2010 et est devenue la deuxième puissance économique mondiale, qui a un marché extrêmement élargi du numérique. Vous avez la Corée du Sud qui monte en puissance avec Samsung. Vous avez les États-Unis. Et du coup, le Japon, qui a de la peine à se réinventer, ne parvient pas. Avec cette stratégie de marketing qui consiste à chercher d'abord le client avant de produire. Du coup, ils sont bloqués. Ils n'ont pas encore ce client, ils n'ont pas encore ce marché. Et comment ils accusent un retard. Alors, M. Tchakounté, je voulais qu'on parle effectivement de la Chine. La montée de la Chine, elle doit inquiéter certainement le Japon. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait M. Zoyem, la Chine a pris la place du Japon et on voit bien dans la politique expansionniste de la Chine qu'elle ne compte pas s'arrêter en si beau chemin. Pourquoi est-ce que le Japon doit redouter cela et comment est-ce que le Japon doit réagir? Déjà, il y a une loi qui a été passée par le Parlement japonais, je crois, le 14 septembre 2017, qui permet désormais à l'armée japonaise de se projeter, de faire des actions militaires à l'extérieur. Ça, c'est une révolution au Japon. Au Japon, oui. Parce que déjà, il y a eu beaucoup Parce qu'on a rarement mis le Japon s'impliquer. Oui, depuis la Première Guerre mondiale, ils avaient dit, bon, plus jamais ça. Donc ça a changé le 14 septembre 2017. Il y a eu, évidemment, beaucoup de manifestants qui ont dit, on ne veut pas entendre parler de cette loi. Shinzo Abe leur a tenu tête et leur a dit, écoutez, regardez à côté, la Chine est en train de monter en puissance. Ils ont un programme militaire qui est extrêmement ambitieux. Donc si on s'endort, voilà, il va nous arriver des choses. Ouais. Donc c'est pour vous dire que non seulement ils sont inquiets, mais ils prennent la température. Ouais. Donc ça veut dire que... Et puis je crois le budget militaire du Japon cette année, le budget qui va commencer à l'exercice en mars 2018, c'est un budget record, je crois que c'est 41,4 milliards de dollars. Ça, c'est un budget record pour le Japon. Donc le Japon a décidé de se réarmer. Parce que la Chine inquiète, parce que également il y a la Corée du Nord, et derrière il y a même la Russie. Donc le Japon est vraiment inquiet. Donc ils sont en train de se restructurer. Je pense aussi sur le budget de la recherche, ils sont en train de se repositionner. Donc je dirais que le Japon est dans le creux quelque part et essaye de se positionner par rapport aux menaces qui sont les siennes. Mais il reste je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi le Japon n'a pas pu se creuser un chemin sur la téléphonie cellulaire. Pourquoi c'est la Corée, pourquoi c'est les États-Unis, le Japon, nous avait quand même habitués. Je me dis quand même que quelque part, il y a une raison, quelque part, qui devrait être peut-être... Moi, j'ai pensé au vieillissement de la population, parce qu'on ne peut pas expliquer que le Japon, qui a relevé tous les défis depuis longtemps, parce que les contraintes de l'économie japonaise, on les connaît depuis longtemps. Ouais. L'importation des matières premières, le Japon a un sous-sol qui n'a rien, tout le monde le sait. Donc, le Japon a toujours réussi à gérer cela. Ils ont relevé tous les défis du XXe siècle. Mais sauf que là, l'économie japonaise cale. Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait vraiment pensé, comme vous avez dit, que de l'analogique au numérique, il n'y a quand même pas. Mais comment ils n'ont pas fait? Pourtant, ils ont de très grands chercheurs là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a quand même un problème. Effectivement, le Japon est très inquiet. Et quand on vous dit cette loi qui a été passée en septembre 2017, c'est que, effectivement, tout le monde est inquiet, et surtout avec les revendications territoriales en mer de Chine. Tous les experts aujourd'hui pensent que s'il y a une conflagration mondiale, elle partira de la mer de Chine aujourd'hui. Donc, le Japon... Alors, M. Zoyem, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on va assister dans les années à venir à un nouveau Japon, avec justement cette loi votée dont évoquait M. Tchakounté, à avoir un Japon plus expansionniste? Parce qu'il faut dire que derrière cette loi, la volonté du Japon, c'est de désormais aussi partager les résultats des guerres qui sont menées à travers le monde. Parce que le Japon, pendant longtemps, a été mis à l'écart. Ça veut dire que quand on va faire la guerre en Irak, si les Britanniques y sont, si les Allemands y sont, si les États-Unis y sont, une fois qu'on a fait la guerre, qu'on a fait tomber à Saddam Hussein, on se partage le butin des guerres. Et le Japon a toujours été mis à l'écart parce que le Japon n'envoyait pas d'hommes, le Japon ne participait pas. Est-ce qu'avec
qu'avec cette loi-là, on va assister à un nouveau Japon qui va être présent maintenant au front avec les autres, ou même peut-être sans les autres, dans une nouvelle politique totalement expansionniste? Peut-être qu'on pourra assister à un troisième miracle économique du Japon, mais je ne le pense pas. Peut-être une expansion économique, mais voir le Japon s'engager encore dans des guerres... Mais c'est ce qu'ils ont décidé de faire maintenant. C'est ce que la loi autorise. Et Shinzo Abe s'est battu là-dessus. Et l'analyse, c'est que le Japon a compris qu'il n'y a plus d'économie sans guerre et que l'expansion économique va forcément avec une expansion militaire. S'ils augmentent le budget de la défense, c'est bien parce qu'ils ont l'intention de faire ou de participer à des guerres. Encore qu'il faudra trouver des sources de financement, des ressources pour implémenter et renforcer la puissance militaire. Il ne faut pas l'oublier, depuis 1945, avec le traumatisme que le Japon a subi avec Hiroshima, Nagasaki, et puis la politique d'influence des États-Unis qui n'a pas encore pris fin. Les États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, ont une grande influence politique et militaire sur le Japon, ce qui fait que pendant toute cette période, le Japon a un peu abandonné le développement de sa puissance militaire. Oui, mais je vois pas comment... Lorsqu'on tire des missiles tout le temps au-dessus de la mer, au-dessus du Japon, à un moment donné, tout le monde se réveille. Hein. Oui, tout le monde se réveille, mais sauf qu'il faut avoir des méthodes et des moyens de réaction rapides et automatiques. Et je ne vois pas comment les États-Unis pourront laisser le Japon s'engager dans une politique militaire expansionniste. Peut-être qu'il faudra... À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le quartier général de l'armée du Japon est transformé en quartier général du ministère international du commerce, MITI, oui, le MITI, le célèbre MITI, Ministry of International Trade and Industrialization, donc, qui est donc une armée. Et les officiers deviennent des armées, des soldats de la guerre économique. Donc, il y a eu une transition de la guerre militaire à la guerre conventionnelle, de la guerre militaire conventionnelle à la guerre économique. Toutes les ressources, toutes les méthodes, tout ce que les officiers avaient appris à faire sur le plan de la guerre conventionnelle, ils l'ont mis à la disposition de la guerre économique. Cela a permis au Japon de rattraper le retard et de se positionner dès 1968 comme une très grande puissance, la deuxième puissance, jusqu'en 2010. Donc, aujourd'hui, le constat est clair. Il y a une montée de l'insécurité environnante. Le Japon est obligé de revoir ce positionnement de son armée. Oui. Il va falloir reprendre les mêmes structures certainement, parce que la culture martiale qui avait été transférée du champ de la guerre conventionnelle vers le champ de la guerre économique va peut-être, certainement, c'est une hypothèse, être réactivée et réorientée une fois encore du champ de l'économie vers le champ militaire, du militaire. Parce que c'était les mêmes méthodes. C'était les mêmes méthodes, mais appliquées par les mêmes personnes. Sauf que les contextes ne sont pas les mêmes. Bon, nous interrogeons sur l'avenir, mais toujours est-il que le Japon n'est plus prêt à jouer le rôle d'absent. Ouais. Le Japon, mais surtout qu'ils sont en train de payer le prix de cette absence-là ou bien de cette mise à l'écart. Oui, M. Ferdinand Messi, vous voulez dire? En fait, moi je pense que la remilitarisation du Japon est due à la montée hégémonique de la Chine. Parce que le Japon se rappelle du massacre de Nanjing de 1937. Les Chinois n'ont jamais oublié, 300 000 personnes sont mortes à cause des Japonais. Donc aujourd'hui, ils ont peur de la montée de la Chine. Parce que la Chine aujourd'hui met beaucoup d'argent dans le budget militaire. Voilà, donc 150 milliards, imaginez-vous. Donc véritablement, ils ont peur de la vengeance chinoise. Donc je pense que c'est plus un problème géopolitique en fait. D'accord. Et ils sont en train de voir que peut-être les États-Unis pourront les aider à tout en fait, parce que voilà la Corée du Nord qui lance déjà des missiles et que la Corée du Nord est en fait la base arrière de la Chine en fait. Donc véritablement, il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a quand même, comme tout à l'heure on a parlé du traumatisme qu'a subi le peuple japonais. Oui. Parce que de nos jours, la course aux armements a quand même eu certaines limites, a une apogée. Un État se sent suffisamment puissant et protégé lorsqu'il est allé jusqu'à l'objectif peut-être de la bombe atomique. Oui. Mais est-ce qu'on voit le Japon aller encore vers cet objectif-là aujourd'hui avec
ce traumatisme de la population. Si les autorités, comme Shinzo Abe... Si c'est pour une question de sécurité, vous pensez oui, c'est pour une question de sécurité et de dissuasion, mais il y a des forces, il y a des contraintes internes qu'il faudra relever. Je pense que ce n'est pas une orientation qui pourra être... sur la sortie et je voulais aussi préciser un truc, c'est que... Surtout cette volonté du peuple japonais de sortir du nucléaire. Oui, mais ça c'est le nucléaire civil. Le nucléaire civil, je ne suis pas sûr que le nucléaire militaire leur poserait problème. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que les pays les plus puissants du monde sont ceux qui ont la bombe atomique. Et avec cette bombe atomique, ils sont à la fois puissants militairement, mais pas que. Donc, sauf qu'il y a aussi un politologue américain qui a développé le concept de soft power. Le Japon est quand même la troisième puissance économique du monde. C'est une puissance souple. Oui, mais une puissance stratégique. L'Allemagne n'a pas une puissance militaire. L'Allemagne s'appelle le coffre non gardé. Parce qu'il n'y a pas d'armée autour. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'une des conditions pour que les deux pays, l'Allemagne et le Japon, puissent recevoir l'aide américaine, c'était de ne pas militariser leur pays, de ne pas développer l'arme nucléaire. Mais moi, je suis dans une logique aujourd'hui où l'actualité commande à tous ces pays-là, notamment au Japon, de revoir sa stratégie. Je ne serais pas surpris que demain, le Japon décide de se lancer vers la recherche de l'arme nucléaire. Parce que je dis, avec ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord, avec la super montée de la Chine, qui a décidé de se militariser de manière outrancieuse, le Japon va être obligé de réagir. Et j'en veux pour preuve cette fameuse loi. Le Japon décide désormais qu'ils vont participer aux actions militaires à travers le monde. Comme le disait M. Tchakouté, c'est une révolution. C'était inimaginable. Le Japon avait décidé de ne plus faire de la guerre, de ne plus participer à la guerre. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Japon est en train de comprendre que s'ils ne se remettent pas dans cette posture-là, parce que ne perdons pas de vue, le Japon, ça n'a pas toujours été des pacifistes. Le Japon a eu une politique expansionniste, le Japon a fait de la guerre. Donc je pense que dans une logique stratégique, ils sont en train de se dire la politique de mise à l'écart, la politique de l'isolement risque de nous jouer des tours. Donc, on est en train de faire un peu de la projection, rien n'est sûr, mais moi je ne serais pas surpris. Des États-Unis, en fait. C'est possible. Moi, je vois la main visible des États-Unis. Il y a la main visible, mais ils sont aussi d'accord. Parce que quand le budget militaire japonais va encore augmenter cette année, pour la 4e année consécutive, ça veut dire que vraiment, ils ont décidé de se réarmer. Oui. On ne peut pas vraiment, parce que les États-Unis sont quand même loin du théâtre d'opération. Ils sont présents, mais donc s'il y a vraiment une vraie conflagration à ce niveau-là, et tout le monde pense que c'est le foyer le plus mature pour une guerre au niveau mondial, c'est la mer de Chine. Oui. Ça se passe là-bas, l'appui américain risque d'être venu un peu tard. Si l'armée n'est pas capable de réagir rapidement. Les porte-avions américains sont sur toutes les routes maritimes. C'est ça, c'est sûr. Donc, véritablement, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, la Chine, avec son One Road, One Belt, qu'ils ont initié une route, une ceinture, une route, qui sont en train d'essayer pour ouvrir les marchés, ça fait peur aux États-Unis parce qu'ils vont perdre leur hégémonie. Ouais. Et vous savez que les... Voilà. Je suis d'accord, On est tous d'accord pour ce point. Et pour parler un peu sur le plan militaire, il y a une autre dimension qui est très importante, peut-être au moins aussi importante que l'arme nucléaire, c'est les satellites. Tout à fait. Donc, il y a cette composante-là que le Japon voulait développer pour être aussi... Parce que si vous commencez une guerre, si vous, des renseignements. Si on neutralise non, si vous allez se neutraliser, vous pouvez plus faire la guerre. La guerre s'arrête. Même si vous avez la bombe atomique. Donc il y a ils peuvent ne pas faire l'arme nucléaire, mais ils peuvent aller au satellite. Au contrôle c'est quand même des domaines où ils sont assez forts. De ce point de vue, la Chine en avance. Oui, c'est le seul pays qui construit sa spatiale. La Chine a un programme très ambitieux. La Chine dépense chaque année 2000 milliards de francs CFA pour rien que son programme spatial. C'est un programme très ambitieux. Donc, il faut savoir. C'est normal que le Japon se réveille. Se réveille, effectivement. Quand le Japon voit les missiles commencer à passer au-dessus de la tête, même si on est pacifiste, à un moment, on se dit non, ça ne va plus là. Et on termine sur la question, M. Zoyem. Allez-y, rapidement. Oui, c'est normal que le Japon se réveille, peut-être pour des soucis de sécurité, que de conquête, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'une nouvelle politique expansionniste du Japon. Cette politique, cette stratégie. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Cette stratégie serait parfois suicidaire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que ne soyons pas naïfs, le Japon ne va pas accepter de reculer
au profit de la Chine indéfiniment. C'est pas possible. Le Japon a déjà très mal vécu le fait que la Chine lui soit passée devant au niveau économique et elle sait aussi que cela est lié à l'expansion de la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est le pays qui exporte le plus, qui a un marché. Donc les Japonais ne vont pas rester les bras croisés au nom d'une politique non expansionniste. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense qu'ils vont changer de fusil d'épaule. Et j'ai dit, cette loi, vous savez ce qu'elle a dû coûter? Abe jouait carrément son poste, mais il est allé là-dedans parce qu'il sait aujourd'hui que si le Japon veut exister dans les 20 prochaines années, il va falloir aller faire la guerre aux côtés des États-Unis, aux côtés des autres, pour pouvoir aussi conquérir quel territoire. C'est conquérir les marchés, pour pouvoir influencer et amenuiser aussi un peu l'influence de la Chine. Je crois que derrière tout ça, le Japon a besoin de ça. La Chine est en train de se battre pour avoir l'une des armées les plus puissantes au monde en termes de qualité et de quantité. Et le Japon ne peut pas, compte tenu du contexte historique, rester les bras croisés. Surtout, et je pense que quelqu'un l'a dit sur ce plateau, quand on connaît la proximité entre la Chine et la Corée du Nord. Oui, c'est une Voilà. Et justement, il y a un rapprochement tactique qui se fait en place. C'est même entre le Japon, l'Inde, le Vietnam. Oui. Donc il y a déjà un début de... Sortons de là parce qu'il ne nous reste plus assez de temps pour terminer cette émission. Le dernier point que je voulais qu'on évoque, c'est un point qui est un peu similaire entre le Japon et la Chine, c'est le vieillissement de la population. C'est le fait aussi que le Japon, malgré ce vieillissement, n'est pas une terre d'immigration. On parlait tout à l'heure au début, on saluait la mentalité des Japonais qui sont travailleurs et tout. Il faut dire aussi que c'est le pays au monde où les gens sont le plus sous stress et on compte 35 000 suicides par an. Donc, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il faut totalement célébrer ce qu'on appelle la mentalité japonaise qui amène des gens à travailler jusqu'à pas d'heure, qui amène des gens à être polis, pour rester dans cette expression-là, quand on voit que derrière, on a une société où les gens se donnent la mort un peu comme si c'était quelque chose de banal. Alors, comment est-ce que le Japon va gérer cet autre défi-là, Dr Simodium? Vieillissement de la population, pas de véritable politique d'immigration et une population ou alors des habitants en perpétuel stress. Pour commencer par le stress, le Japon est conscient que c'est un fléau social. Du coup, les entreprises ont décidé de laisser à la disposition des employés une salle où on peut avoir le portrait du PDG et lorsqu'on est fâché, on entre et on donne des coups de poing au portrait du PDG. On évacue le PDG, le directeur de ceci, le directeur de cela pour évacuer le stress. Mais bon, ça ne donne pas les résultats. C'est pas suffisant, ça ne donne pas les résultats puisqu'il continue à se donner la mort. Oui, parce que le Japonais, il est astreint à un respect martial de l'autorité et de la hiérarchie et de l'aînesse. Donc, un aîné, on ne lui parle pas, on accepte tout, même quand on n'est pas d'accord. Donc, il y a une certaine pression sur le résultat aussi. Oui. Le Japonais qui ne réussit pas. Et n'accepte pas l'échec. Il a honte, il a peur. Il a honte. Il a honte, il est perfectionniste. C'est une société de perfectionnistes. Ça aussi, c'est une forme de pression. Il y a également une pression qui s'exerce sur des catégories comme les femmes. Quand vous avez atteint 25 ans sans vous marier, vous faites l'objet d'une risée publique. Et tout le monde vous montre du doigt. Donc, il y a toutes ces formes de pression qui s'exercent sur la personne au Japon. Et le résultat est là, 35 000 cas de suicide par an. Donc c'est un véritable fléau et je ne sais pas comment la société peut faire pour venir à bout de ce fléau parce que c'est une société extrêmement forte qui écrase l'individu. Donc c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne le vieillissement de la population, c'est plus grave qu'en Chine. Là-dessus, ce sera vos dernières prises de parole. C'est plus grave qu'en Chine. Oui. Parce que la population japonaise est plus vieillissante que la population chinoise. Le taux des hyper vieux est plus considérable au Japon. Et comme la Chine, le Japon est une société repliée sur elle-même, qui n'accepte pas le métissage, qui n'accepte pas l'immigration et tout ça. Ça aussi, c'est une équation qui menace, qui est un péril pour ce qu'on appelle encore le miracle Japon. Voilà. Monsieur Tchakounte, vos dernières prises de parole. Alors, je pense que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit le Dr Simodium, mais moi, je suis convaincu que le Japon va s'ouvrir à l'immigration dans la douleur. Parce qu'il y a un risque réel que le Japon s'effondre.
Les prévisions disent qu'il passe sur la base 100 millions dans quelques années. Et en 2070, selon moins de 80 millions. Donc ça, c'est ingérable. Et l'autre jour, il y a eu un grand tournoi de tennis, je crois que c'était peut-être Roland Garros. La championne japonaise, qui a fait de très bons résultats d'ailleurs, est d'origine africaine. C'est l'enfant d'un Africain, américain GI. J'étais surpris, mon fils m'a dit, mais tu es même la Miss du Japon 2016 est d'origine africaine. Donc, vous voyez que c'est déjà en train de s'ouvrir. C'était impensable il y a quelques années. Oui, même s'il y a des problèmes, au moins déjà qu'elle soit Miss et que déjà on a une championne de tennis. Parce que j'étais surpris, parce qu'elle aurait ressemblé à nos filles, hein, vraiment. J'étais bien content de la voir. Mon fils m'a dit non, c'est en train de se mettre en route. Je crois que le Japon, dans la douleur, malgré le fait qu'ils ont envie de se replier, ils vont devoir s'ouvrir à l'immigration, sinon ils vont s'effondrer. D'accord. Monsieur Missi, pour terminer. Oui, non, Monsieur Zoyam, autant pour moi. C'est une société individualiste. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de société sans être confronté à un moment donné au problème de stress. Vous savez, le Japon, le modèle économique japonais repose sur la réussite d'abord de l'individu. C'est vrai qu'il y a une soumission à l'autorité, il y a une obéissance, il y a un acharnement au travail, mais le Japonais, lui, dès la naissance, quand vous regardez des enfants de bas âge qui vont à l'école toute la journée, qui doivent travailler jusqu'à tard dans la nuit parce qu'il faut réussir, il faut être parmi l'élite, il faut travailler dans la grande entreprise où l'emploi à vie est garanti, il y a un avancement à l'ancienneté, et ne pas se limiter uniquement au niveau des PME, où il y a une certaine précarité de l'emploi, ça vous met dans une situation de conquête et de violence permanente avec soi-même. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec ces cas, avec ces problèmes. Et pour ce qui est de la politique migratoire du Japon, il faut dire, je suis d'accord avec M. Tchakounte, qu'à un certain moment, le Japon sera obligé de s'ouvrir. Parce que aujourd'hui, c'est quand même assez inquiétant pour le Japon. Vous avez uniquement 2 millions de personnes, d'étrangers qui vivent au Japon. Vous avez le Japon qui préfère financer l'accueil des réfugiés dans le monde. Il préfère payer beaucoup d'argent pour qu'on les accueille dans d'autres pays que de les accueillir, plutôt que de les accueillir au Japon. Parce que le Japon, c'est toujours un problème de culture. Le Japon est une société où règne une certaine uniformité ethnique. Il y a une certaine cohésion. Ce qui fait que le Japonais a un peu peur de l'étranger. Ils ont peur de se retrouver dans la situation de certains pays. Vous avez des Japonais qui vous disent carrément qu'ils ne veulent pas, quand ils veulent acheter une maison dans un quartier, ils se rassurent quelle est l'identité des voisins. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des personnes qui vont s'intégrer facilement. Et ça devient un problème. Mais le Japon va aller vers ça. Parce qu'à un moment, vous avez une population qui vieillit, il faut la main-d'œuvre, surtout que vous avez les défis économiques à relever. Il y a la Chine qui grimpe, voilà. il faut dépasser la Chine, il faut maintenir le cap. Vous allez ouvrir les frontières, vous allez chercher la main-d'œuvre ailleurs et vous n'avez pas de choix. À un moment, il faudra y aller. S'il y a une révolution sur le plan militaire, je crois qu'il devra y avoir une révolution sur le plan migratoire du Japon. D'accord. Alors, M. Ferdinand Messi, pour conclure cette émission. En fait, je pense qu'ils ont tout dit. Je pense que le Japon doit s'ouvrir au péril. Donc, je pense que s'ils ne le font pas, ça leur risque péril en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils développent la robotique en fait, parce qu'aujourd'hui on trouve des poupées qui sont des compagnes des Japonais, on ne comprend pas. Donc véritablement c'est une société où s'ils ne veulent pas s'ouvrir, ils vont périr. Parce que le Japon c'est une société, disons-le, entre guillemets un peu raciste. Donc voilà. D'accord. Merci en tout cas à tous les cadres d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le Japon. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir été une fois de plus fidèles au rendez-vous. Prenons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.